bienvenue parmi nous. Merci. Tu es arrivé depuis ton QG de Londres, depuis lequel tu opères les activités de la NFL en Europe et évidemment plus largement sur les autres continents, mais en tout cas hors des États-Unis. Alors déjà, avant de rentrer un peu dans le dur du sujet, je vais te proposer de présenter ton parcours auprès du public. Oui, bonjour et merci d'être resté pour la fin de journée. Je sais que vous êtes tous un peu fatigués. En fait, je suis australien. Je parle un peu de français parce que j'ai passé 8 ou 9 saisons avec le Racing à Paris, à la belle époque où on gagnait quelques championnats de France aussi, enfin en 90 et on était en finale en 87 aussi. Donc je suis rugbyman de cœur et je suis content d'être là. J'étais après ça patron de quelques agences de publicité en Angleterre, à New York, comme McCann à New York, Havas à Londres. Et j'ai passé pendant 9 ans être directeur général de World Rugby, qui est le governing body du sport de rugby et le propriétaire du Coupe du Monde. Et il y a à peu près 4 ans, je suis passé à être patron du NFL Europe et puis l'Asie-Pacifique par la suite. Donc je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Merci. Et alors, carrière de rugbyman, carrière dans la pub, carrière dans les affaires finalement. Comment on passe du rugby à la NFL ? Le rugby à la NFL était beaucoup plus simple que la publicité à la rugby. Parce que déjà, j'avais une connaissance du sport. En bossant pour l'NFL en Europe, c'est un peu comme le rugby dans le sens qu'on est un marque challenger dans l'espace. C'est vrai qu'on est dominant aux États-Unis, mais le problématique en Europe et en Asie-Pacifique est très différent à celui des États-Unis. Mais c'est des sports de contact, c'est des sports de collision, c'est le sport avec les athlètes. Mais une ligue, quelque part, est beaucoup plus simple à gérer qu'une fédération qui a beaucoup de complications politiques ajoutées. Et alors, justement, c'est le football américain, c'est du sport. Gérer une ligue, c'est aussi une question de marché, de business. C'est quoi les facteurs clés pour développer un sport d'un point de vue vraiment entertainment, business et de toutes les activations économiques qu'il peut y avoir autour d'un sport ? Alors, le ligue, c'est l'entité sportive avec le plus de valeur dans le monde. Je dis ça humblement, mais c'est un fait. Très focalisé sur le business et les revenus, mais on parle rarement de revenus à la NFL, on parle que des fans. On parle des supporters, on est fixé là-dessus. Sur tout moyen, on veut engager ces fans, on veut the data of these fans, on veut leur parler one-to-one et par toute manière, que ce soit par les billetteries, par le streaming qu'on a, une chaîne streaming de nous, par le vente des maillots, etc. Tout est pour ramasser les détails, les profils des consommateurs pour qu'on puisse les plaire par la suite. Le plus important, c'est le produit même. Le produit du football, il y a beaucoup de travail qui est fait, comme dans d'autres sports, d'évoluer les règles pour la sécurité des joueurs, mais aussi pour les spectateurs. Donc, pour nous, c'est une obsession. Les fans, on mesure en Europe et à travers 15 pays du monde le nombre de fans sur un marché et on regarde tout le temps s'il y a croissance ou pas. Et chaque semaine, on regarde les chiffres de broadcast de nos matchs, à voir s'il y a croissance, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y avait concurrence, est-ce qu'on a vendu les maillots. Donc, c'est très, très, très business, tout le temps. Où le rugby était, comme je disais, un peu plus administratif. Alors justement, on parle de marché, on parle d'expansion aussi pour un marché. Vous, pour la NFL, vous avez une stratégie qui consiste à vous déployer également hors des frontières. Le football américain, c'est d'abord aux États-Unis. C'est quoi les enjeux que vous poursuivez quand la NFL commence à organiser des matchs d'une saison régulière en plus dans d'autres pays ? Bon, d'abord, il faut comprendre que l'NFL est dominant aux États-Unis, comme je viens de dire, et on va donner les raisons pour lesquelles on cherche une expansion internationale et globale. En fait,
sur le taux d'audience des premières 100 émissions à la télé aux États-Unis, 96 sont les matchs de NFL. Donc dominant. Le deuxième sport audience américain, c'est en fait le football college. Et puis après ça, l'NBA. Ça étonne les gens en France, mais c'est une vérité. Alors c'est important que l'NFL, et c'est une obsession avec les propriétaires, le commissioner Goodell, qu'on devient une propriété de sport globale. L'évolution du média, l'évolution du streaming, les deals globales vont remplacer les deals des chaînes analogues et nationales aux États-Unis à fur et à mesure. C'est important qu'on cherche les fans à l'extérieur des États-Unis. Les prochaines 50 millions de fans ne vont pas venir des États-Unis, ils vont venir de l'Europe et l'Asie. Donc on travaille pour être a global sports property. Et alors justement, on parle de développement. En fait, il y a deux questions qui me viennent. C'est d'une part, est-ce que ça veut dire que le marché aux États-Unis, il est saturé, qui expliquerait un développement à l'international? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des retombées localement sur une expansion dans d'autres pays? Oui, saturation. On a 2/3 de la population américaine qui sont les fans. Il y a 220 millions qui regardent un Super Bowl aux États-Unis, 50 millions à l'étranger. Donc je ne dirais pas saturation parce que nos revenus sont toujours en croissance. Mais c'est vrai que c'est difficile à repousser au-delà des nombres de fans aux États-Unis. Ici en Europe, il y a beaucoup de plafonds qui restent à conquérir. Donc, je pense qu'on voit ça dans la croissance, surtout dans le pays dans lequel on a fait les matchs, qui quelque part réveille ces marchés et crée un dialogue avec les fans. On ouvre les bureaux dans les marchés et on commence à travailler ces fans à travers l'année et pas uniquement sur un match. Donc, il y a beaucoup. Enfin, pour l'instant, je dirais qu'il y a moins de 10% de nos revenus qui viennent de l'international. Cette proportion doit augmenter d'une manière considérable dans les 5 à 10 ans de venir. Et alors, on en a un tout petit peu parlé, mais au niveau des retombées locales d'une activation sur des marchés internationaux, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que quand on déporte un match dans un autre pays, finalement, ça sert aussi la NFL localement aux États-Unis? Alors d'abord, un match NFL dans un pays européen, un week-end à Londres, un week-end à Munich. On va faire un match pour la première fois au Brésil cette année. On est dans le Bernabéu à Madrid l'année prochaine. Tu as une activité rajoutée de 100 millions d'euros pour un week-end de un match. Donc les retombées pour les hôtes sont très importantes. Pour nous, en fait, on fait ces matchs à perte. On fait ces matchs à perte parce que ça coûte très très cher de faire un match à l'extérieur. Donc le P&L, le bénéfice, si on fait break-even, on est content. Mais même de ne pas faire ce match aux États-Unis, qui entament beaucoup plus de revenus aux États-Unis, c'est le manque. Donc c'est l'investissement ici. C'est un investissement à long terme. On a 32 propriétés de la NFL. C'est les familles et les personnages de comment on dit, de high net worth, comment on dit, valeur nette important, les individus de valeur nette important. Ils viennent avec tout un écosystème avec l'NFL. Quand on embarque dans ces pays, l'importance de leurs autres business sont quelque chose d'intéressant pour les pays dans lesquels on y est. Mais ils ont une vision long terme. Ils n'attendent pas un retour dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être pas dans 5 ans, mais ils voient à long terme parce que beaucoup de ces familles qui sont propriétaires sont des 2e, 3e générations de familles. Donc, ils n'attendent pas, heureusement, un retour tout de suite. Brett, quand on a un sport et qu'un sport existe, souvent il y a également des variantes de ce sport-là. Bon, alors évidemment, il y a les ligues étudiantes, tu en as parlé tout à l'heure, c'est aussi un très gros marché, notamment aux États-Unis. Il y a aussi la création de sports, on va dire, qui sont la même base, mais avec des règles
un chouï différent. C'est le cas pour ce qu'on appelle le flag au sein du football américain et de la NFL. Est-ce que tu peux alors déjà préciser ce que c'est pour notre public et puis ensuite de nous expliquer aussi quelle est son importance dans votre stratégie de croissance? Oui, il y a un sport qui s'appelle flag football. Et en fait, il est rentré aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 28. Donc, on a un Jeux Olympiques, mais on travaille pour être plus permanent dans le mix olympique. Je ne sais pas si les gens ici ont vu le film Maverick Top Gun avec Tom Cruise, mais il y avait un match de flag, sans les flags d'ailleurs, un match de toucher football américain sur la plage dans ce film. Donc ça, c'est le flag, mais en fait, au lieu de toucher les gens comme un toucher au rugby, on retire le petit drapeau qui est autour du taille, etc. Alors, très important pour nous parce qu'on sait que pour le développement de nos fans, s'ils touchent un ballon de football américain, s'ils jouent, il reste les fans à vie. Donc, pour nous, les Jeux Olympiques sont très importants. Pour la Fédération internationale de football américain, c'est très important aussi parce qu'eux, ils sont visés sur la participation. Nous, c'est la participation, mais sur l'effet de participation sur le nombre de fans qu'on accumule. Donc, on investit cette année 2 fois plus que l'année dernière. Je sais qu'on va le doubler l'année prochaine. Sur 15 pays, on investit au niveau de l'âge de 12-14 parce que Gen Z est très important pour la NFL. On a un part 69% de Gen Z aux États-Unis et dans la plupart des marchés dans lesquels nous sommes, on a une audience plus jeune que les sports établis, disons, sur ces marchés. C'est l'avenir et c'est le démographique le plus difficile à atteindre. Donc, le flag joue son rôle bien au départ de cette démographique. Brett, quelles sont les ambitions de la NFL à Paris? Parce que aujourd'hui, on est à Paris, on t'a accueilli ce matin, tu es avec nous depuis ce matin et jusqu'à la fin de Sport Définition. La NFL a des belles ambitions en Europe, on l'a dit tout à l'heure. Il y a une activité qui existe, que ce soit au Royaume-Uni ou en Allemagne. Prochain arrêt, c'est la France? En fait, c'est l'Espagne d'abord. Donc, on a fait des matchs en Angleterre depuis 2007. Je me demande pourquoi on n'a pas fait de matchs dans d'autres pays en Europe plus tôt. L'Allemagne, on a fait... Et ce ne sont pas des matchs d'exposition, c'est des matchs de regular season. C'est des vrais matchs NFL. Ça veut dire que les équipes amènent leurs matchs domicile en Europe. Et les propriétaires ont voté qui doivent faire 4 matchs par an internationaux à l'étranger, en total. Et ça vient d'être augmenté à 8 matchs chaque année de NFL. Donc, les équipes tournent pour remplir ces commitments à travers les pays. La France, comme c'est un des grands marchés du sport dans le monde, si on parle droit télé, 25 milliards de dollars l'Amérique, 5 milliards de dollars l'Angleterre, 2,5 millions la France, l'Espagne, l'Allemagne. Donc ça se situe bien, enfin si on parle que de droit télé, je veux dire, c'est une indication de la valeur potentielle du marché. Donc la France est bien sur notre radar et justement cet événement était très utile parce qu'on a rencontré plein d'éléments du sport français, que ce soit business, privé, ministère de sport, etc. Donc, c'était très utile. Donc, on est en dialogue pour songer la possibilité dans les proches à venir, dans les années proches de venir, de faire un match à Paris. Il y a des obstacles, des complications, mais on va essayer de résoudre ça. Il y a d'autres pays aussi qui sont très intéressés d'avoir ces matchs et il y a en 25 que 8 matchs par an. Donc, à travers le monde, on est en dialogue avec pas mal de villes et de pays. Justement, si on revient 2 secondes sur Paris et la France de manière plus générale, il y a les JO qui approchent. Qu'est-ce que vous pouvez observer et quelle est votre stratégie de pénétration sur le marché français? D'abord, c'est une spectaculaire année pour la France. Après une Coupe du monde de rugby, les Jeux olympiques, on voit, comme c'est la manière en France, de faire les choses un peu différemment, de faire à l'intérieur de la ville et de montrer au monde
la magnifique ville qui est Paris, je pense qu'ils vont être des jeux spectaculaires. En termes de notre propre stratégie, c'est de continuer de faire les événements, espérant de déclencher la possibilité d'un match ici sur Paris. Normalement, quand on fait un match dans un pays, on reste. Ça veut dire que ça devient un événement annuel. On ouvre un bureau, on engage, on aime bien être dans les communautés, dans les pays dans lesquels on opère. On a des fondations en Angleterre, on a des académies pour les juniors. On essaie de faire rentrer les juniors dans les universitaires aux États-Unis pour qu'ils deviennent un jour joueurs d'NFL. Il y a d'ailleurs des Français qui sont dans le mix là-dessus. On a des événements comme le Super Bowl Parties, Draft Parties, les visites des joueurs, médias sociaux, les influenceurs, les créateurs, tout le gamme d'outils marketing on essaie de déployer en France. Sur alors on prend souvent évidemment les États-Unis, les USA pour le modèle à suivre quand on parle de sport business, parce que très en avance sur l'entertainment, très en avance pour mixer les différentes verticales qui peuvent être en lien avec le sport et la pratique du sport. Qu'est-ce que vous observez et quelles recommandations là vous pouvez faire aux boîtes françaises que vous rencontrez, ou en tout cas aux ligues et aux clubs, pour justement développer ces aspects liés à l'entertainment et développer les axes business liés au sport? Oui, je ne pense pas que c'est vrai que les Américains mènent parfois parce que beaucoup de technologies viennent des États-Unis, mais surtout parce qu'il y a beaucoup d'argent aux États-Unis. Donc ils ont l'argent à investir, d'essayer les choses, de faire les essais. Je pense que c'est normal ça, étant donné l'échelle du sport américain. Mais je pense que, comme je dis, bien que cet événement, je ne vois pas un autre événement comme ça dans l'Europe. Je n'ai pas vu un mélange privé-gouvernement sur une espèce de forum comme ça. Ça, c'est bien. Mais la France est un pays sportif, comme je disais, hyper développé, qui a reçu des plus grands événements du monde, qui a un marché important, publicitaire, médias, sport professionnel, que ce soit rugby, basket. Enfin, je pense que la France a rien envie, le monde. Je pense que je n'ai pas de conseils à donner. Malheureusement, je suis désolé pour ça, mais je pense que je dirais une chose, et ça c'est vrai pour tous les pays européens, et on dialogue beaucoup avec la Bundesliga, avec Premier League. Ce sont nos partenaires en termes de... On fait des réunions pour voir... Eux, ils sont intéressés par les États-Unis, nous, on est intéressés par l'Europe, et pour l'instant, on ne se gêne pas. La Liga aussi, maintenant, avec les matchs chez Real Madrid. Et ce qu'on constate, ils sont plus conservateurs que nous. Les ligues américaines n'ont pas d'obstacle du passé. Quelque part, il y a un conservatisme dans le football, je dirais en Allemagne, en Angleterre un petit peu, où on est restreint parce que c'est peut-être les fans qui ne veulent pas trop de changements dans la présentation du sport, que ce soit du entertainment ou autre. C'est la seule chose, c'est qu'on écoute tellement les fans existants que parfois on ne répond pas aux fans de l'avenir. Et c'est peut-être ça la différence, je dirais, avec les États-Unis. Nous, on est focalisé sur les 15-25. Le reste, on a gagné, ils resteront. Si le produit est bon, on ne les ignore pas. Mais la priorité, c'est les jeunes, de les trouver et de faire des choses qui les enchantent. C'est ça. J'ai l'impression que le centre de gravité qu'on essaie de plaire en Europe, c'est souvent les fans qui partiront jamais. Alors, il y a la question des fans, mais il y a aussi la question des sportifs et de la pratique sportive. C'est vrai qu'en France, on a une vision assez singulière du marché sportif, parce qu'on se dit que tout démarre avec le sportif le week-end, même au niveau amateur. Comment est-ce que vous englobez justement toute cette notion de sport amateur pour l'amener vers le développement de votre marque ? Non, c'est important, comme je disais, dans la participation dans Flag pour ramasser les gens intéressés par l'NFL, mais aussi pour les chemins, pour éventuellement les professionnels, les joueurs professionnels. Il y a 32 équipes de NFL, ils ont 53 joueurs chaque équipe, donc c'est un monde, mais c'est pas beaucoup de place pour les gens qui essayent de monter
l'échelle pour jouer. Donc la participation est très importante. On a vu pour la première fois depuis 10 ans l'augmentation de participation dans les écoles aux États-Unis. Je pense que depuis 10 ans, il y a eu une espèce de plateau à cause des problèmes de blessures, les perceptions, etc. Mais on a vu depuis 1 an que ça remonte. Je ne sais pas si c'est comme ça une fois. On a vu une croissance énorme dans le flag aux États-Unis. Il y a 10 millions de joueurs de flag aux États-Unis, qui est important. C'est pas un petit chiffre. C'est pas un petit chiffre. Il paraît qu'il y a 20 millions dans le monde. C'est IFF qui fait le compte. C'est Mexique, Chine, aux États-Unis, les pays principaux qui jouent au flag. Brett, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de nos questions et de notre échange. Merci encore d'avoir participé à Sport Définition. Je vais juste me permettre de changer par rapport à ce qu'on a fait depuis toute la journée. Je vais quand même proposer au public s'il y a des questions, qu'on prenne une ou deux questions si jamais il y a une question pour Brett. Une question. Bonjour Brett, je voulais savoir, est-ce que l'EFL c'est une structure avec laquelle vous travaillez ou est-ce que c'est une structure concurrente quand vous arrivez en Europe? L'EFL, European Football League. Est-ce qu'on est concurrentiel avec le European Football League ou pas du tout? Ou est-ce que vous travaillez ensemble? J'irai pas jusqu'à dire qu'on travaille ensemble, mais non, je dis ça comme ça. On encourage, on a laissé nos marques gratuitement parce que, surtout en Allemagne, c'est des marques qui vaut quelque chose. Donc on a laissé ces marques parce qu'on veut qu'ils réussissent, parce que c'est quand même tout bruit qui est football américain, NFL, c'est bien pour tout le monde. Donc on n'investit pas, mais on soutient peut-être plus spirituellement que autre, mais non, on est supporters de ce qu'ils font. Dernière question. Merci beaucoup, Aman, architecte. Vous avez bien parlé des autres pays, la Corée, la Chine et le continent africain. Il est abandonné ou comment ça se passe? Merci. Beaucoup de joueurs sont d'origine africaine, même récents. Beaucoup de nos jeunes qui viennent dans nos académies viennent de l'Afrique aussi, des athlètes incroyables. La semaine prochaine, on fait je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est un essai pour les athlètes au Niger. On avait fait des événements au Ghana, au Kenya, en Afrique du Sud depuis que je suis là, depuis 3 ans. Donc chaque année, on a un patron d'Afrique qui s'appelle OCU Meniora, qui a gagné le Super Bowl 2 fois, qui est d'origine, enfin qui est nigérien. Donc, bien que ce ne soit pas pour l'instant un pays de revenus qui rapporte, c'est un pays qui rapporte énormément de talent et on sait que dans l'avenir, il va être un pays hyper important. Donc on travaille ce marché au meilleur. Les joueurs, ils y rentrent souvent. On fait beaucoup d'activités sur les marchés dans les villes. Donc, pas de grands investissements, mais ça commence. Merci beaucoup de ta présence encore une fois. Merci d'avoir partagé ton expérience. On espère voir alors un prochain match très bientôt à Paris. Merci. Et je te remercie de ta venue.